J'aimerais rendre hommage à l'immense professeur Gilbert Montagnier, prix Nobel de médecine en 2008 et décédé le 8 février 2022. Son nom restera à jamais associé au sida dans la mémoire collective. Cette grande épopée qui dure depuis maintenant 40 ans. Longue épidémie et qui a encore un bel avenir devant elle, à en croire les chiffres. 38 millions de personnes vivaient avec le VIH en 2019. Eh oui, c'est dangereux, une hache. Ils vivaient fort bien. Ils étaient donc en vie, ce qui est étonnant pour des personnes. Heureux porteurs sains de l'immonde et infatigable alien. 1,7 million de personnes ont été infectées par le VIH en 2019. D'un point de vue rigoriste, vivre avec l'odieuse bestiole et en être infecté sont deux choses bien distinctes. Effectivement, on peut vivre avec le VIH sans en être infecté. De même, on peut être cul-de-jatte sans en être handicapé. 690 000 personnes sont décédées de maladies liées au sida en 2019. CQFD, on ne décède pas du VIH, puisqu'on peut vivre avec. Environ 7,1 millions de personnes ne savaient pas qu'elles vivaient avec le VIH en 2019. Flûte. Si elles l'avaient su, elles auraient été traitées comme il se doit, et on n'en serait pas là aujourd'hui à compter les morts. 25,4 millions de personnes séropositives étaient sous traitement anti-VIH à la fin de 2019, contre 23,3 millions à la fin 2018, ce qui nous fait 2,1 millions de traitements en plus en un an. Juteux marché. Depuis le début de l'épidémie, soit depuis 40 ans, 75,7 millions de personnes ont été infectées par le VIH, 32,7 millions de personnes sont décédées de suite de maladies liées au SODA. Voilà pour les chiffres clés. Alors, que m'inspirent ces chiffres ? À vrai dire, pas grand-chose. Comme vous, j'en reste estomaqué, bouche bée, d'incrédule perplexité. Concernant la dite séropositivité, ce que le public croit très souvent, c'est que ce test identifie la présence d'un virus, ce qui est absolument faux. Ce test identifie uniquement la présence d'anticorps qui sont censés s'opposer à la multiplication du virus. En aucune manière, la spécificité de ces anticorps n'a pu être démontrée, tout au contraire. Alors, par exemple, en Afrique noire, il suffit de 2 bandes de protéines sur les 10 caractéristiques du virus. Il suffit d'avoir 2 bandes positives pour être classé comme séropositif. En France, il en faut 3. En Australie, il en faut 4. Donc, si vous vous trouvez malade en Afrique, vous faites un petit saut en avion jusqu'en Australie et vous vous trouvez sain d'un seul coup. Elle est pas belle, la vie ? Voir les travaux de l'américaine Christine Johnson, parus en 1998, et qui relate les 70 conditions donnant de faux positifs VIH. Quelques exemples: malaria, lèpre, grossesse, vaccin antigrippal, transfusion sanguine et tuberculose. La tuberculose reste la principale cause de décès chez les personnes vivant avec le VIH. Environ 1 décès sur 3 en 2019. Mais laissons là de côté ces données astronomiques d'une réalité étourdissante et revenons plutôt à l'historique de cette terrible maladie. Comment s'est fait l'annonce de la découverte de ce prétendu VIH ? C'est une longue histoire. En fait, il faut remonter à 1972, donc 9 ans avant le début de ce qu'on peut appeler une épidémie. Le président Richard Nixon, à l'époque, avait déclaré la guerre contre le cancer. C'était son grand chantier. Immédiatement, on a demandé au Congrès américain de débloquer des sommes colossales pour travailler dans la recherche contre le cancer. La condition était que ces recherches soient effectuées uniquement sur les rétrovirus. Un chercheur indépendant qui aurait cherché la véritable cause du cancer aurait été immédiatement blackboulé. Il n'y en avait que pour les rétrovirus. En fait, on avait observé un lien entre ces rétrovirus et le cancer chez certains animaux de laboratoire.
Recherches qui ont été faites par le professeur Harven, entre autres, et Charlotte Friend, à New York, qui avaient constaté un certain rapport entre les cancers du poulet ou de la souris et des rétrovirus. En 1981, quand apparaissent les premiers cas de ce qui s'avérera ensuite le sida, on a essayé de le faire passer du cancer à une nouvelle maladie. Les crédits colossaux qui ont été accordés aux chercheurs n'ont donné absolument aucun résultat. Après 9 ans de recherche totalement infructueuse, le public américain et le Sénat avaient allongé des millions de dollars. Cette histoire de sida est tombée comme du pain béni et a permis même d'augmenter les subventions par rapport au cancer. En 1981, il y a eu d'un seul coup plusieurs cas parmi les homosexuels des grandes villes qui présentaient tous les mêmes symptômes, c'est-à-dire notamment les 2 maladies symptomatiques du sida, enfin des premiers cas de sida, le sarcome de Kaposi, qui est une espèce de cancer des vaisseaux sanguins, et la deuxième maladie emblématique, la pneumocystose, une pneumonie à Pneumocystis carinii. C'est le nom du microbe, restons polis. Plutôt que de voir ce qui était visible immédiatement, à savoir que ces maladies étaient dues à l'utilisation de drogues et exclusivement de drogues, on a senti comme une bonne odeur passée. Et si on pouvait transformer ça en maladie contagieuse? Et c'est comme ça qu'on a fait un faux lien, un lien d'opportunité en quelque sorte, avec un virus. On a dit, tiens, ce serait pas mal un virus, parce que ça n'est pas très visible, c'est tout petit et personne n'ira y mettre son nez. Voici la véritable version des faits, pas celle qui sera relatée par les médias. Dans le laboratoire de Gilbert Montagnier à l'Institut Pasteur, en 1983, on a semble-t-il découvert ce qui semblerait être un virus. Nous n'irons pas plus loin. L'année suivante, en 1984, Robert Gallo, revenant au triple Gallo, en utilisant un échantillon provenant de l'Institut Pasteur, a lui-même fait une prétendue découverte de virus. Mais ce n'est pas Gallo qui a annoncé ça comme étant la responsabilité du sida. Non. L'annonce a été faite officiellement dans une conférence de presse par Margaret Heckler, secrétaire d'État à la Santé, et non pas par les scientifiques eux-mêmes. C'est une déclaration officielle gouvernementale américaine qui a déclenché le phénomène en disant « Nous venons de découvrir le vecteur du sida ». C'est donc une volonté politique qui ne s'était jamais pratiquée auparavant avec les autres prétendus virus. Cette conférence de presse historique avait annoncé que ce virus est probablement la cause du sida. Le lendemain, les médias du monde entier ont oublié un seul mot, le mot « probablement ». Et c'est passé de la probabilité à la certitude en 24 heures, ce qui a changé beaucoup de choses aujourd'hui. En réalité, ce virus n'a jamais pu être isolé, et en tout cas, n'a jamais été observé directement en microscopie électronique dans le sang de patients dont on a prétendu qu'ils avaient une charge virale élevée. Navré donc de décevoir les défenseurs de la virologie. Contrairement à ce qui est communément admis par la majorité, Gilbert n'a jamais rien découvert et pour cause, puisqu'il fut surtout pianiste et chanteur. Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois, dit l'adage populaire, et pourtant, Montagnier avait déjà très souvent secoué l'opinion par des affirmations qui étaient surprenantes. Par exemple, l'existence de cofacteurs. Il n'a cessé de parler de cela. En 2003, lors d'une très grande conférence au Parlement européen à Bruxelles, à laquelle il participait, dans sa présentation, il a largement envisagé l'effet du stress oxydatif comme cause probable de certaines grandes dépressions dites immunitaires. Et effectivement, la consommation de poppers, substance hyperoxydante facilitant la pénétration, a joué un rôle important dans le milieu homosexuel. Voilà pour la petite histoire. Notre Gilbert national aurait eu maintes façons de mettre fin à ses jours. Il aurait pu choisir d'entrer en collision avec une seringue, de se vautrer une dernière fois dans la neige sur une piste de ski bleue déserte par une belle journée ensoleillée d'hiver. Même pas.
Pas la moindre collision avec une aiguille à tricoter made in China. Il s'est éteint paisiblement à l'âge de 89 ans, entouré de ses proches, pas même contaminé par ses petits-enfants. Quelle misère! Qu'il ne se retourne pas trop dans sa tombe, bourrelé par le remords, comme notre cher et regretté Louis Pasteur, le bienfaiteur de l'humanité. Brave homme. Sa mission terrestre a pris fin. Il sera vivement récompensé dans l'au-delà et au-delà de l'eau de tout espoir. L'espoir si grand que tu t'y sens tout petit, et t'es là, au fond, tout perdu, les yeux grands ouverts de ne rien voir. Alors s'ouvre devant toi la grande porte de l'oubli qui mène à l'espoir. C.J. Gilbert Montagnier, aveugle volontaire, qui fut tout et qui ne fut rien. Arracher le laurier et la rose, arracher. Il y a quelque chose que, sans un pli, sans une tache, j'emporte malgré vous, et c'est le VIH. Sic transit gloria mundi. Amen.